sur l'ordinateur. Ah bah si, elle parle. Et voici, c'est parti. On enregistre. Alors, il est où, tu nous mets en écran avec Gérard aussi et Tous les 5 là. Vas-y. Non, mais c'est écrit. Peut-être que toi, tu ne vois pas, mais c'est comme ça. Ah, super, nickel. C'est toujours le même problème. Bon, ben bonsoir à tous et à toutes. Un vrai plaisir de vous accueillir pour ce webinaire. Justine, je te laisse introduire tout le monde. Oui, alors bonjour à tous pour ce Wine Talk Show, comme nous l'avons renommé ainsi, donc sur la grande région du viticole du Languedoc-Roussillon. Ce soir, nous avons la chance d'interagir avec de superbes grands vigneronnes et vignerons du Languedoc et Roussillon qui mettent en valeur leur terroir depuis 2 grandes années maintenant. D'ailleurs, juste petit aparté, c'est l'un des thèmes qui a fait le plus, qui a le plus donné envie, puisqu'il y a quand même 400 personnes qui se sont inscrites ce soir, plus que d'habitude. Donc, vraiment, ces gros vins font rêver et les gens ont envie de savoir ce qui se cache derrière ces gros vins. Alors, peut-être que Olivier, vous voulez commencer. Je sais que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, superbe. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter peut-être votre situation, votre domaine, etc. Olivier Julien, moi je suis sur Jonquière, dans les terrasses du Larzac. La cave est là et le vignoble s'étale à peu près sur 25 km de Jonquière en allant vers le nord. Voilà, le domaine aujourd'hui fait 23 hectares. Voilà. Très bien. Combien de rouge, combien de blanc? On fait à peu près 20% de blanc, 20-25% de blanc, à peu près 60-70% de rouge et un tout petit peu de rosé. D'accord. Bon, on rentrera un peu plus dans le détail après, parce que tu n'as pas été bavard là. Je ne sais pas du tout, il faut que je... Ça marche. Ok, alors merci déjà pour cette présentation rapide mais efficace tout de même. Alors, allons du côté maintenant de la famille Roch, peut-être du côté... Vous êtes à Faugère là, Catherine, ou vous êtes... voilà, au oui, Mas-la-Maison, donc Faugère, non, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, allez-y. Bonsoir, je suis avec Alix. Alors, je m'occupe aujourd'hui du domaine Mas-d'Alezon à Faugère. Et Alix est de l'autre côté de la montagne, face nord, à Clos-Vallon. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Catherine et Alix. Merci beaucoup en tout cas de passer ce petit temps avec nous ce soir. D'ailleurs, vous avez pris tous un petit verre pour trinquer ou pas? Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre nous qui ont le Covid, notamment Franck, je ne sais pas, c'est pas prescrit. Bon, et moi j'ai pris du Majulien 2010 pour soigner ma gorge. Ah. Un blanc 2010, donc ça devrait me guérir. Bon, promis, dès que j'ai plus le Covid, j'en bois. On boit pour toi, Olivier, on est à la fin. Compte sur vous. Et donc, bonsoir Gérard, Gobi, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tout le monde, Gérard Gobi, dans le Roussillon. Donc voilà, nous avons un domaine sur les contreforts des Corbières qui est en fait qui domine la mer d'un côté et qui voit les montagnes de l'autre. Donc nous avons 40 hectares en agroforesterie et en agrobiologie. Et nous avons à peu près une centaine d'hectares avec des amandiers, des oliviers et une polyculture. Voilà. Plus des garrigues voilà, qui ne rentrent pas dans le contingent. Merci Gérard. Bon, l'idée de ce Wine Talk Show, déjà un grand merci à tout le monde d'être là. Alors ça fait plaisir de voir que les grands vins du Sud, on va prendre un peu de parti pris, parce que moi je suis aussi du Sud, donc que les grands vins du Sud portent un message fort et un message puissant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes ce soir. Comme je le disais à Justine, il y avait 400 personnes qui se sont inscrites. On est un petit peu plus de 120 là. Donc voilà, il y a plein de personnes qui revoient souvent le Wine Talk Show en replay. L'idée, c'était peut-être un petit peu de
voilà, alors peut-être un petit peu moins pour Alix, mais pour les vétérans de ma génération, voilà, peut-être de refaire un petit historique de voilà, comment vous vous êtes installé, voilà, comment ça a été les débuts, et puis comment a évolué voilà, la reconnaissance des vins de la région à travers les années 90, 2000 et maintenant dans la décennie 2010-2020. Comment c'est perçu voilà, peut-être que chacun peut s'exprimer à tour de rôle sur ça, et ensuite on réagira aux questions du public et aux sensibilités de chacun avec d'autres thèmes. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, parce que chacun... Ouais. Bon, je peux commencer, en fait, si vous voulez. Vas-y, Gérard, vas-y. Allez. Donc, voilà, on a commencé, c'était mon grand-père qui avait à peu près 3 hectares, mon père qui avait envie de faire un domaine et qui avait acheté un petit peu à droite et à gauche, et moi qui remembrais sur le village. Voilà, et en fait, ça a été tout simplement parce que j'aimais ces coteaux, j'aimais mes racines, et donc c'était très difficile d'en sortir. Et je pensais, je rêvais, j'avais l'espoir de faire des grands vins sur ces terrasses, sur ces coteaux. Donc voilà mon idée au départ. C'était en quelle année? C'était dans les années 80. D'accord. Et ça, un petit peu, disons, ça a commencé à être médiatisé en 85, 86 et 87. Je me rappelle avec un blanc qui était sorti à l'époque dans le Nouvel Obs, il y avait une dégustation qui se faisait et on était les vins à moins de 50 francs et on était arrivé 3e, je crois, de national. Donc voilà, c'était un petit peu le départ du domaine. Voilà, et puis après, voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà un petit peu le départ. Merci. C'est marrant parce que vous avez tous été pionniers justement en fin des années 80 pour vous tous. Donc, d'ailleurs, le parcours de Catherine a été ainsi. Peut-être que vous pouvez nous raconter votre installation et comment vous êtes arrivée justement. Alors, c'est vrai que, bon, au départ, il n'y avait absolument pas, c'est peut-être un peu choquant, la passion de la vigne. J'avais la passion des pierres, de rebâtir Clos-Vallon, qui était un ancien domaine viticole, mais encore avec beaucoup de bâtiments à restaurer. Et dans ma tête, le seul moyen d'avoir de l'argent, c'était d'avoir du vin, enfin de faire du vin, de vendre du vin, parce que j'avais l'image des châteaux bordelais, etc. Donc, c'est au départ ce qui m'a animée. Et puis, progressivement, comment dire, la passion s'est installée. Le minéral, j'ai commencé à le quitter pour le végétal, pour la vigne. Et puis voilà, et l'aventure de Clos-Vallon a commencé en se posant une question et en ayant 10 autres questions qui arrivaient. Et puis voilà, puisque je pensais au départ investir dans les pierres, dans les bâtiments pour restaurer. Finalement, ça ne s'est pas trop passé. Et j'ai investi dans la vigne, dans l'outil de production, la cave, enfin, tout l'argent gagné passé et passe là-dedans encore. Et aujourd'hui, enfin, Alix a repris depuis 10 ans Clos-Vallon et c'est encore un champ de ruines, mais, mais bon, voilà, notre richesse est intérieure. Voilà. Et justement, à Clos-Vallon... Je commande juste la richesse intérieure, ça me parle. Donc, oui. Mais bon, on ne se pose pas la question parce que on est dans 2 terres de passion. Enfin, et puis voilà. Bon. Vas-y, Justine, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Justement, quand je vous avais rencontré, on avait échangé justement sur ce fameux microclimat. Qu'est-ce qui vous avait charmé tout de suite là-bas à Bédarlieu, au Clos-Vallon? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'énergie du lieu? Qu'est-ce qui s'y trame là-bas? Alors, le lieu, c'est vrai, le mot énergie est assez fort parce que bon, c'est un ancien moulin du Languedoc, c'est dans le Haut-Languedoc. Les cépages traditionnels du Languedoc, comme le Carignan, etc., n'arrivent pas à maturité. Ou alors, très difficilement, le 10 octobre, on le ramasse à 10, 11 degrés, et puis voilà. Donc, la question se posait, quels étaient les cépages à maturité plus précoce? Et puis,
ben, quand même, ma passion me guidait vers la Bourgogne. Donc, le Pinot Noir était là. J'ai appris par la suite que le Pinot Noir était présent au XIVe siècle en Languedoc déjà, souvent emmené par les moines. Et puis voilà, et il y avait une légitimité dans ce lieu. Le Pinot Noir s'est installé. Et puis voilà, nous sommes en altitude, pas très très haut finalement. Mais le microclimat, c'est la face nord. On est dans les montagnes du Haut-Languedoc et l'exposition est nord-ouest. Voilà. Entendu. Bah, merci pour ce voyage, en tout cas, on s'imagine là-bas. Et alors pour vous, Olivier, Julien, donc Mas Julien, plutôt en direction des Terrasses du Larzac. Pour moi j'étais étudiant. Donc on était un groupe de copains, on refaisait un peu le monde à la fac à Montpellier là. Et puis moi j'ai eu envie un peu d'en découdre. Mon père était viticulteur en cave coopérative. Moi je suis né dans le monde syndical, des manifestations, des CRS, du Midi Rouge, familialement, et je trouvais que ça allait pas tellement les amener loin, cette histoire. Et puis voilà, à 19 ans, je me suis dit, où c'est qu'est l'aventure? Elle est à l'autre bout du monde, ou elle est là, sous mon nez? Et à tort ou à raison, je me suis dit que j'avais à moi les choses nécessaires et suffisantes pour faire ce qu'il y avait à faire là. Et donc j'y suis allé avec, certainement un peu comme nous tous à cette époque-là, avec un peu d'insouciance, et en même temps une vraie envie d'en découdre, quoi, d'aller chercher ce qu'il y avait là chez nous, dans notre terroir, voilà, de se faire happer par les lieux, par qu'est-ce qu'on pouvait en faire, hein. Et puis c'est parti, et je crois qu'aujourd'hui je suis à peu près dans les mêmes circonstances qu'au début. Ça veut dire si ça continue, c'est une bonne nouvelle. Si ça s'arrête, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est un peu, ça a été un peu l'histoire du Mas. Moi j'ai vendu certainement plus de vignes que Olivier, on me demande si tu peux redresser un petit peu ton écran parce qu'on profite plus de ta charpente que de ton magnifique visage. Merci à toi. Ouais, j'ai vendu plus de vignes que ce que j'en cultive parce que ça a été une quête. Voilà, de chercher où étaient nos meilleurs terroirs, où étaient nos grands crus, où étaient. C'est comme ça que le Mas est réparti sur 25 km. Et puis finalement, voilà, 36 ans après, voilà, le Mas est encore là et on se régale toujours autant de chercher, de partager ce qu'on cherche avec les gens et de rêver dans nos terroirs, dans nos lieux, moi que j'aime beaucoup. Voilà. Et cette recherche on va dire, je vais utiliser un mot un peu à la mode, mais je l'aime pas trop, mais cette recherche de parcellaire, cette recherche de lieu, ça t'est venu quand et tu t'y es mis vraiment quand En fait, c'est un fonctionnement, quoi. C'est vraiment un mécanisme pour moi. On est quand même dans des lieux où on peut rêver à ce qu'on n'a pas. Donc on peut se promener, faire du vélo, s'arrêter, discuter à un vigneron et remonter sur le vélo et avoir acheté la vigne. Et ça, c'est quand même grisant parce que c'est l'aventure perpétuelle et c'est pas toutes les régions françaises qui peuvent fonctionner comme ça. De ce côté, cette terre de liberté qu'est le Languedoc-Roussillon, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et puis moi, c'est un peu ma nature de fonctionner comme ça aussi. Une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire sur un lieu, voilà, je vais dans un autre, quoi. Et par rapport à ce que dit Olivier, Gérard ou Catherine ou Alix, comment vous réagissez par rapport à ça? Je pense que chacun a sa vision. Moi, le problème, c'est que c'est jamais fini. Donc, voilà. Il y a toujours un voisin. Ouais, exactement. Il y a toujours une vieille vigne, il y a toujours un coteau que je ne connais pas, il y a toujours quelque chose qui m'émerveille, une nappe phréatique à sauver. Donc, voilà, en fait, au départ, on voulait sauver le monde. Donc, et après, on essaie de se sauver nous. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ouais, parce que tu as beaucoup, Gérard aussi, tu as beaucoup de parcelles en polyculture, donc il y a aussi beaucoup de travail en dehors du vin aussi. Complètement, oui, tout à fait. Le domaine a planté plus de 5000 arbres en 20 ans. Donc, on est sur
sur de l'agroforesterie, mais également tout est enherbé. On a maintenant un troupeau de brebis qui paisse de vigne en vigne. Il y a 300 bêtes sur le village, donc qui passent jusqu'au printemps. Et donc, en même temps, ça fume. Voilà, il y a une vie extraordinaire. La Ligue de protection des oiseaux nous prend en exemple parce qu'il y a une reproduction des oiseaux qui est extraordinaire, même qui sont souvent disparus en voie de disparition en France. Donc voilà, on a quand même fait un boulot intéressant. On a la nappe de phréatique du village qui est revenue à la potabilité. Donc voilà, tout ce travail, on s'aperçoit que ça peut être vraiment bénéfique, quoi. Non seulement pour nous, pour se sentir bien, mais en plus pour les alentours. Voilà. Et Alix et Catherine? Justement, sur cette notion de liberté dont Olivier parle souvent dans le Languedoc, est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez? Ah oui, oui, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le nord, dans le froid, mais cet après-midi, enfin aujourd'hui, nous étions en plein soleil en train de ramasser les dernières olives pour notre huile d'olive. Donc cette notion de liberté, c'est juste le Languedoc, quoi. C'est magique. Quand vous êtes à travers le feuillage argenté, quand vous voyez le ciel bleu, on est quand même dans un paysage fantastique. Alix, il y a une question pour toi. Est-ce que vous faites du 100% Pinot Noir? Oui, Au Vallon. j'ai du 100% Pinot Noir à Clos-Vallon. C'était donc les vignes qui ont été plantées il y a 40 ans maintenant par la maman. Et puis, oui, c'est ça aussi la liberté. C'était la liberté dans les années 80 de pouvoir planter ce qu'on avait envie, comme disait, je ne vais pas dire les deux anciens, mais comme disait Gérard et, Les vieux. comme disaient Gérard et Olivier, il y avait toutes les possibilités de découvrir et d'aller chercher et de sauver son monde. Et je pense que Catherine, à un moment donné, elle a eu envie d'aller sauver Clos-Vallon en plantant du pinot et en pensant que c'était la solution pour ce terroir qui est quand même assez atypique. Donc oui, je me retrouve avec du pinot, mais bon, c'est bien, les vignes sont vieilles maintenant et ça commence à faire du bon vin, on peut dire ça. Et en quoi pour toi le terroir est particulier et en quoi le pinot finalement révèle quelque chose de ce lieu-là? Oui, alors le terroir est particulier, oui, dû à la géographie, au climat forcément, et puis au sol. Tous les trois, j'ai envie de dire, et même Aléandie, le vigneron aussi, fait que c'est un terroir et un lieu complètement particulier. Le pinot s'y plaît, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'humidité. On a des falaises de Dolomie juste au-dessus et puis un peu comme chez Gobi, il y a des sources qui traversent le domaine et je pense que la fraîcheur fait du bien au pinot. Et il y a Philippe qui nous demande, est-ce que tu peux décrire ton vin? Ouf. Le mieux, c'est de le boire et puis chacun fait son avis et a son propre avis dessus. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour le trouver? Il y en a deux. Il y a une qui s'appelle les Pomarèdes, donc qui sont les premières vignes qui ont été plantées en courbe de niveau, donc sous ces falaises. Et là, c'est majoritairement de la Dolomie. Et puis, de l'autre côté, on a un pinot noir qui est planté plutôt sur des grès rouges. Et ça, c'est pinot noir que j'appelle les jeunes vignes, mais pinot noir tout court. Voilà. Merci. Peut-être Gérard ou Olivier, peut-être nous décrire un petit peu les cuvées, ce qui vous marque dans votre domaine. Tu vas, Gérard, ou j'y vais? Vas-y. Bien. Le Mas, au début, moi, je voulais faire qu'un vin. Et après, la force de l'évidence, la diversité quand même qu'on a sur un petit territoire comme les terrasses du Larzac a fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rapidement allé voir un peu à droite à gauche. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a autour de Jonquière, qui est un assemblage de 6-7 lieux-dits
sur Jonquière et les communes avoisinantes, Montpérou, Saint-Saturnin, Saint-Guiraud. À base de souvent Mourvèdre, Carignan, on est sur des cailloutis calcaires. Sur cette même zone, il y a un lieu-dit qui s'appelle La Brune, où là, l'encépagement est... Sur les lieux-dits, en fait, l'assemblage est fait à la vigne. Donc là, l'assemblage, c'est plutôt Grenache, Cinsault essentiellement. Et ensuite, sur les vins de paysage comme Carlan et les Rougeaux, là, on est vraiment en pleine montagne. Et là, pareil, l'assemblage est fait à la vigne. Ce sont deux lieux sur la commune de Saint-Privat, un lieu sur grès et schiste, Carlan, et un lieu vraiment au pied des falaises du plateau du Larzac, là, où c'est des Carignans, des Syrahs et des Grenaches avec les Rougeaux. Voilà pour les rouges. Et pour les blancs, en fait, il y a un seul blanc à base de Carignan blanc, à peu près une grosse majorité de Carignan blanc, un peu de Chenin, un peu de Chenin et de Grenache blanc. Voilà. Gérard? Bien. Oui. Alors, les cuvées, en fait, au départ, moi, j'en aurais fait sur chaque vigne, aurait fait une cuvée à part, au contraire d'Olivier. Mais au point de vue commercial, on m'a dit que c'était pas bon. Mais bon, voilà. Donc, petit à petit, on s'est recentré. En fait, on a fait la grande cuvée qui s'appelle Muntad, en fait, sur des très vieux grenaches qui ont, dans l'ensemble, de 60 à 100 ans. Avec un petit peu de Carignan, pas préphyloxérique, mais qui date du cadastre, c'est-à-dire de 1890. Ensuite, on a les vieilles vignes, alors qui sont sur les vieilles vignes de Syrah et de Grenache, sur l'ensemble des domaines. Hein, donc, la Muntad est plutôt sur des argilo-calcaires, sur des marnes schisteuses calcaires. Il y a beaucoup de terroirs plein nord également. Et ensuite, le vieil vigne, c'est l'ensemble des terroirs calcaires et schistes. Et ensuite, vous avez les calcinaires, en fait, qui sont sur les jeunes vignes et sur l'ensemble du domaine. En blanc, il y a une cuvée qui s'appelle Comginest, qui est rien que de Grenache blanc et Grenache gris depuis 90 ans. Ensuite, on a des vieux macabeux qui font le vieille vigne avec macabeux et une pointe de Grenache. Et ensuite, vous avez calcinaire également, qui est alors sur un 4 cépages principal. En fait, il y a du Vermentino, il y a du Chardonnay, il y a du Grenache et macabeux. Voilà. Et ensuite, oui, il y a la cuvée d'Ajas qui est en fait un muscat sec qu'on fait en style vin orange. Hein, donc, voilà. Et qui fait la chasse. Voilà les 6 cuvées. Là aussi, on ressent une grande liberté, hein, encore une fois, dans la diversité aussi des vins qui sont proposés et élaborés. Et donc, au Mas d'Alaison, je sais que c'est une terre aussi où vous avez aimé valoriser aussi le blanc, je crois, Catherine. Oui, c'est vrai. J'ai une cuvée en blanc et 2 en rouge. Alors, contrairement à Gérard ou Olivier, mon objectif serait de ne faire qu'un seul blanc et un seul rouge, et puis c'est tout. Mais donc, la cuvée Cabrita en blanc est sur les schistes. Alors, l'appellation Fougères est exclusivement des schistes, et là où je me trouve, ce sont des schistes ardoisiers, un peu des ardoises bleutées, quoi. Et puis ensuite, alors le vignoble se décompose un peu en 2 grandes parties, les quartiers nord avec la cuvée Montfalette et Cabrita en blanc, Montfalette en rouge. Ce sont des cépages beaucoup plus, comment dire, classiques de l'appellation, Mourvèdre, Syrah et Grenache. Et puis, un peu plus au sud, au niveau du village de Faugères, j'ai une cuvée de cépages autochtones, enfin un peu plus, avec du Cinsault, lieu d'honneur Pelu, et le troisième, c'est Carignan. Oui. Ah, le Yadonner Pelu, c'est un Grenache d'origine portugaise, c'est ça? Oui, Catalogne, je crois, non, il me semble. Je sais pas. C'est du... Catalan. Il est catalan, non, c'est parce qu'il a des poils. Non, c'était une mauvaise blague, pardon.
Mad. De la fièvre. Ah, j'ai honte. Mais c'est à cause du Covid, c'est pour ça. Ouais. Alors ça va. C'est vrai, vous avez la chance d'avoir des cépages aussi autochtones qui sont accordés dans les appellations, ce qui vous fait garder vos cépages aussi, enfin vos vins en appellation sur les cépages, par exemple. C'est vrai. Oui, non, c'est exact. Le donneur a été au départ, accepté dans l'appellation. Ok. Alors justement, là, il y a beaucoup de questions. Les gens sont hyper réactifs à ce que vous dites. Et il y a une question de Jean-Michel qui dit, mais d'après vous, le grand intérêt pour le Languedoc-Roussillon, là, vu depuis ces dernières années, il est dû à quoi? Comment ça se fait que le Languedoc-Roussillon grimpe et on a tous envie de pouvoir mieux le découvrir? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Et c'est grâce à tout votre travail, forcément, qu'aujourd'hui on en arrive là. Mais alors? Mais pas que, non. Comment dire? Déjà, en Languedoc, on peut penser que la matière est brute, que tout est à faire. Mais en fait, pas du tout, parce que le Languedoc est une terre, en fait, quand on commence à creuser, riche d'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'histoire, le climat exceptionnel, et puis voilà, quoi. C'est... Non, qu'est-ce que... On peut dire, alors, à un moment, quelqu'un avait dit, c'est la dernière terre de liberté pour les pionniers. Et en fait, c'est un peu ça. Je crois que chacun de nous peut expérimenter. Alix a continué avec ton vin orange, je ne sais plus, les indigènes, tu es reparti sur d'autres expérimentations. Et puis... Les indigènes, c'était un vin fait avec les amis aussi, il me semble. Non, voilà. Tout à fait, oui. Okay. Oui, c'est une vieille vigne du Languedoc, hein, comme il se faisait avant. Ouais. Donc, une complantation de cépages blancs et rouges et dans un clos mur en pierre, avec l'idée d'un jardin où il y a des fruitiers et en même temps de la vigne. Et vraiment l'idée où les paysans venaient pour le week-end travailler cette parcelle-là et se retrouver autour de l'activité de la vigne, parce que tout le monde avait un petit lopin de terre et des raisins et du vin. Donc oui, moi, cette parcelle, je l'ai repris avec des amis, et puis c'est l'aventure humaine qui continue comme ça. C'est beau. Et d'ailleurs, il y a Sylvain qui est au Québec et qui nous dit, bon, alors nous, on connaît très bien le Mas Julien, on connaît bien aussi les vins du domaine Gobi, on adore. Mais alors, le Clos Vallon, quand est-ce qu'il fera son entrée, lui? Alors, il y est, mais si mon importateur nous écoute, il va hurler. Donc, il faut juste que je lui envoie des bouteilles. Donc, il est présent. Ça s'appelle Origine. L'importateur, voilà. Donc, si tu nous écoutes, on t'oublie pas. Mais bon, être vigneron, c'est faire plein de choses. Et puis, il n'y a pas qu'envoyer des bouteilles. Non, s'il faut, il faut envoyer des bouteilles. Il faut, oui. Bon. Aidez-moi, là, les deux. Help. Il faut pas de bouteilles, tu as trouvé la solution. Oui. C'est Catherine Rock. Il y a une chose importante, je pense, c'est que nos vins sont partis de pas grand-chose. Et au fur et à mesure, on a, d'abord par notre passion, on a appris à les travailler. On a gagné en élégance et en finesse. On a gagné en profondeur, on a gagné en longueur. Et j'avoue que maintenant, on n'a pas trop de complexes par rapport à ailleurs. Donc, je pense que ça nous a permis aussi d'évoluer et de gagner des marchés. Ouais. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé début des années 90, quand je proposais à un client dans mon restaurant un Languedoc, il disait « Ah, pour du Languedoc, c'est pas mal. » Maintenant, ça a disparu. Et ça, c'est chouette. Crème des gueules. Pardon? C'est une expression en occitan qui dit on craigne des gueules, quoi. On craigne personne. Ouais, des gains. Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à partager ça avec de plus en plus d'amateurs et que les gens sont curieux
et que la curiosité des amateurs sur nos terroirs et nos démarches aussi diverses que sincères, ça fait plaisir. C'est long, hein, c'est long. Le chemin est encore long, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce qu'on aime avec de plus en plus de monde. Non, c'est chouette. Mais tu sais, vas-y, Justine, vas-y. Vas-y, honneur aux dames. Et justement, vous avez tous, dans vos domaines respectifs, une vraie, on va dire, écoute et observation de ce qui se passe dans la vigne, avec beaucoup d'écoute. En tout cas, on a l'impression que c'est ce qui ressort et c'est ce qui permet à ces vins, justement, soit par les cultures aussi, la biodynamie ou l'écoute simple aussi de vos terroirs et de vos vignes, d'avoir des vins, justement, qui ont beaucoup de fraîcheur et d'allonge et de buvabilité, comme vous disiez, Gérard. Et donc, comment vous expérimentez ça, vous, au quotidien, dans vos vignes, justement? Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette... Quels sont les challenges que vous réalisez au quotidien aussi pour toujours aller dans cette démarche d'observation et d'écoute de la vigne? Je peux commencer, si vous voulez. Donc, en fait, il y a une chose importante. On est quand même dans le sud. Moi, j'ai un terroir qui est semi-aride. Donc, ça va être, mais par contre, très profond, hein, parce que quand les Pyrénées sont montées, en fait, on a tout le socle géologique qui a basculé. Et donc, on se retrouve avec des strates verticales dont la racine peut plonger à 15, 20, 30 mètres. Il n'y a rien qui va la gêner, hein, dans la roche, dans les strates. Donc ça va garder une certaine humidité tout le temps, hein. Quand on voit à la cave, il y a des champignons noirs, un peu comme on retrouve dans les tuffeaux dans la Loire. Donc, en fait, on va garder cette fraîcheur importante. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Pas grave. Il y a une petite remarque de Gundogan, pardon, je ne sais pas si j'écorche. Gognour, si vous voulez, je vais vous mettre mon adresse mail parce qu'on serait toujours intéressé de faire un webinaire sur les vins de Turquie. Moi, j'ai découvert les vins turcs début des années 2005, entre autres dans la région d'Anatolie, et je trouve que c'est un pays, justement, on parle de réchauffement climatique, de gestion, etc. C'est un pays qui renaît de ses cendres, avec des cépages comme le Kalechikarezi, le Kuzguzu, le Bogaskeri. Il y a des choses qui sont... moi, j'ai eu la chance de goûter quelques vins turcs qui ont une profondeur incroyable, quoi. Et c'est là où on se dit qu'il y a des grands terroirs partout. Pardon, Gérard, excusez-moi, je te repasse la parole. Non, tout va bien. Et elles disent justement, ces vigneronnes en Turquie en direct, elles disent que vous êtes un bon exemple aussi pour elles et pour la culture de la vigne, pour justement faire face à ces changements climatiques. Et c'est assez inspirant. C'est gentil. Merci. Non, mais alors, il est vrai que, en fait, c'est un challenge on va devoir affronter et qu'on affronte déjà et qu'on va devoir affronter, le changement climatique. Mais en fait, on s'aperçoit que on a un panel de cépages qu'on retrouvait, par exemple, en Catalogne au 19e siècle, comme le trépat, qui sont très, très tardifs et qui ont des super productions qu'on retrouve encore du côté de Tarragone. Donc, on va avoir des cépages quand même dans le sud qui peuvent encore nous permettre d'avoir de belles vendanges devant nous, et surtout des cépages très, très tardifs. Donc ça va être intéressant pour le futur. Donc voilà, on s'est orienté sur des cépages qui ont de très belles acidités, qui peuvent résister à la sécheresse. On a des porte-greffes qui s'enfoncent très profondément. Donc maintenant, on travaille également sur le nombre de watts au sol, hein, par rapport à l'arbre. Donc là aussi, hein, on se remet dans des situations plus septentrionales. Donc en fait, il y a tous ces milieux qui nous permettent de réagir. On garde l'eau. Je me suis aperçu cette année que sur une année de sécheresse, les conventionnels perdaient 40%. Moi, je n'ai perdu que 6% sur une belle récolte. Donc, en fait, voilà, il y a tout ce travail qui rentre en jeu et qui nous permet d'avancer plus sereinement.
C'est vrai. Puis on parlait du côté pelu du lieu d'honneur ou même la clairette du Languedoc. La face de la feuille a une pilosité qui forme une barrière contre les stress hydriques, les grandes chaleurs de l'été, en retenant un peu l'eau. Et du coup, ce sont des cépages qui résistent très très bien, enfin des cépages traditionnels que nous avons en Languedoc, résistent très bien aux grandes chaleurs, à l'été très chaud, quoi. Donc finalement, la vigne s'est adaptée d'elle-même. Avec, Puis elle était toujours adaptée, je pense, pour les trois intervenants, je pense que c'est la même. Mais il y a beaucoup de gobelets, en fait, dans le Languedoc-Roussillon. On a toujours su cultiver avec le soleil, j'ai envie de dire. En tout cas, avec le sourire, ça c'est sûr. Je trouve que le Languedoc-Roussillon est formidablement armé face au changement climatique. On a entendu ces dernières années beaucoup de choses, il faut aller au nord, il faut aller au nord. Et je trouve que c'est pas si simple, ça serait perdre, ou ça serait un manque de perspective par rapport à la complexité des choses que de raisonner aussi simplement. Je trouve que finalement, même si on a pu en douter pour chacun d'entre nous à des moments, la proximité de la Méditerranée, la proximité des hauts plateaux, des hauts cantons, des montagnes, la résilience de nos cépages, de nos terroirs, et certainement aussi la liberté qu'on a de jouer avec. Et je trouve que pour toutes ces raisons-là, et ça rejoint peut-être le fait que les amateurs s'intéressent aussi à nos vins, je trouve que pour toutes ces raisons-là, on est formidablement bien armés pour affronter le présent, bien sûr, et l'avenir. Voilà. Enfin, je ressens ça vraiment profondément. Il y a un très beau commentaire de Gérard, que je salue. Bonsoir Gérard. Il nous dit qu'il faut absolument lire les mécaniques, la mécanique des vins d'Olivier et de Laure. Voilà. Il dit à la lecture, on apprend le combat pour la qualité et on comprend les vins d'Olivier, la quête d'une vérité à partager. C'est joli, hein? Ouais, super. Parce qu'en fait, le changement climatique, on s'est toujours battu contre ça. La vigne, c'est un entêtement de civilisation. Et donc, moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans et c'était déjà ma préoccupation. N'importe quel jardinier on n'a pas attendu les rapports du GIEC pour s'apercevoir que les choses étaient en mouvement, quoi. N'importe quel, moi j'allais voir les vieux jardiniers dans mon village, là, ils avaient compris que les choses changeaient, qu'il fallait s'adapter. Et on est vraiment une terre comme ça de métissage, de brassage, d'adaptation. Et je pense j'espère que ça va continuer. Alors, il y a le réchauffement climatique, justement. Et puis, il y a une question d'Harold Farnham qui dit justement, vos 3 domaines ont été moteurs dans la reconnaissance de la région. Mais donc, que reste-t-il à faire pour que la région progresse encore, d'après vous? Quels seront les... Alors, Alix, peut-être. Mon défi, non, je pense que je ne suis pas un bon exemple. J'aurais envie de dire vivons heureux, vivons cachés. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Non, la région, je pense, non, elle a énormément à faire au point de vue peut-être no touristique pour les gens qui ont envie de développer cette partie-là. C'est vrai que moi, je ne m'y retrouve pas là-dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui disent vouloir voilà, des circuits. C'est vrai qu'on est encore un peu tous peut-être un peu isolés, même si on partage beaucoup entre nous. Mais bon, peut-être voilà, un lien pour l'avenir. Bon, après, on a le gros avantage, c'est qu'on est, je crois, la première région de France à être en bio. Donc, on est quand même soucieux de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, des nappes phréatiques, des arbres plantés, d'une biodiversité. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup en biodynamie et avec les plantes de notre environnement. Et ça c'est important parce qu'on a souvent les solutions dans notre terroir. Donc, peut-être le futur, je ne sais pas. Après, et en tant que vigneronne, après, ça fait plusieurs années que vous êtes à la vigne, c'est pas nouveau, mais quels sont les challenges? Comment vous abordez les prochaines années, là?
Et comme à chaque fois une nouvelle bataille, mais ça, les trois collègues vous le diront aussi, c'est à chaque année, c'est un nouveau départ, une nouvelle page blanche. Le challenge, il est climatique, mais il est aussi avec la pandémie, bon, tout plein de choses qui chamboulent nos habitudes. Et puis voilà, bon, au final, moi, Très bien. Il y a une question hyper intéressante aussi de Jean-Michel. Alors, ça ne va pas forcément parler de vous spécialement, mais c'est une question qui est plus tournée vers l'avenir aussi. Il demande, pouvez-vous nous recommander des jeunes vignerons ou des nouveaux domaines auxquels vous croyez particulièrement? Je sais qu'à côté de chez vous, il y a des jeunes vignerons aussi que vous accompagnez ou ça peut être intéressant si jamais… Gérard Bertrand, non, c'est pas ça. Non, pardon. Je plaisante. C'est vrai Ou bien qu'il faire un peu d'humour encore. Hein. L'avantage, c'est qu'il doit peut-être quelqu'un, puisqu'il est partout. Donc ça, c'est Oui, c'est clair. Oui, il y a un jeune couple qui est à côté de moi à Bédarieux, mais bon, qui est Le domaine avec, s'appelle ça s'appelle l'absurde génie des fleurs, et c'est voilà tout en légèreté et avec poésie, je dirais. Oui, 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 mais voilà. Catherine? Faugère, je vous parlais du tiroir de Faugère. En fait, la terre attire énormément de jeunes et c'est enthousiasmant parce que donc tous arrivent avec plein d'idées intéressantes. Alors, on a Maslou, par exemple, Adèle et Olivier Gilles, qui sont des très très bons vignerons. Dans la même génération, Chloé, Frédéric, les Serral, enfin, ben, l'appellation Faugère attire énormément de jeunes, ouais, et c'est passionnant de travailler avec eux. Il y a des échanges, enfin, c'est vraiment intéressant. Voilà, l'avenir, c'est aussi voilà, comme ça. Olivier, Gérard, vous êtes obligés d'y passer. Hein. Moi, les terrasses du Larzac, c'est vraiment aujourd'hui, je pense que c'est pareil. Toi, Catherine disait à Faugère, et je pense que Gérard va dire pareil. C'est une pépinière de nouveaux vignerons. On en perd certainement même le compte, nous, en terrasse du Larzac, tellement il y a des nouveaux chaque année. Je trouve que c'est surtout au-delà des nouveaux vignerons, c'est surtout l'émergence de nouveaux lieux-dits, de nouveaux secteurs que moi je vois arriver. Et ça, je trouve ça vraiment bien. J'ai toujours pensé que c'était les lieux qui choisissaient les vignerons. Et je trouve qu'il y a certains lieux, contre toute attente, qui choisissent des vignerons, souvent des vraies installations, faites des jeunes couples, faites avec un vrai idéalisme. Et je crois que quand même l'idéalisme, ça fait partie de nos plus grands terroirs, quoi. Et je pense que pour nos trois secteurs-là, ça attire, nos lieux attirent vraiment beaucoup d'idéalistes. Ouais. Je serais plus général, peut-être moins de noms précisément, mais ouais, c'est ce que je ressens, quoi, voilà. Gérard? Un peu comme Olivier, en fait, la vallée de la Glie était une explosion, une pépinière hein, de vignerons. Alors, bon, sur Castres, je ne vais pas tous les citer parce qu'on va avoir des problèmes. Mais voilà, il y a eu sur la vallée de la Glie, je crois qu'à un moment donné, un des gars qui installait des caves me disait qu'il y avait 80 installations par an. Donc, c'était absolument énorme. Donc, il y a vraiment une explosion de vignerons. Et puis, le niveau des vins est vraiment monté. Hein. Donc, voilà, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de jaloux. Voilà. Et aussi, avec des nouvelles installations, il y a l'arrivée de nouveaux modèles aussi, viticoles. Avec, voilà, c'est des fois des tout petits domaines. Hein. Parfois, il y a des gens qui font à la fois de la production et un peu de négoce. Donc, c'est tous nos modèles un peu qui sont, voilà, avec l'arrivée de nouveaux regards, il y a l'arrivée de nouveaux modèles aussi. Et, bon, à voir ce que ça va donner un peu. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de personnes aussi qui rêvent hein, d'être vignerons dans nos régions. Catherine a bien dit à quel point c'était des belles journées en ce moment et je partage. Après, il y a la réalité du terrain qui peut être vraiment différente. Voilà. Parce que
voilà, on plante une vigne pour 100 ans, il faut durer, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on souhaite à tous les nouveaux vignerons, c'est de s'inscrire dans la durée. Tout à fait. Ok, et justement, il y a une question de Jean, il parle des cépages languedociens à bas degré, Ribérin, Cueillade et autres. Est-ce qu'il y a des cépages qui vont être un petit peu revalorisés ou voilà, dans vos diverses... À Fougères, il y a un calcul, alors je suis de loin, mais il y a une envie, je crois, au niveau de l'appellation pour réfléchir aux cépages plantés, non? C'est pas... Ouais, mais en fait, je suis ça de très très loin. Mais en fait, c'est une question d'équilibre. C'est pas, le Languedoc ne produit pas forcément des vins à fort degré d'alcool. Euh, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, Olivier, Gérard? Ben, je pense moi que en fait, tous les cépages qui sont très tardifs produisent très peu d'alcool déjà parce qu'ils arrivent à maturité très tard. Et donc, je vous parlais précédemment du trépat en rouge, mais on peut parler du bourboulin en blanc, des macabeux, on peut parler du terret, je pense. Et donc, tous ces cépages, en fait, sont des troisième époque, ou le Mourvèdre en rouge, par exemple. Donc, en fait, tout ce qui est tardif nous permet d'avoir des alcools vraiment très relativement bas, hein, pas excessifs, quoi. Voilà. Ok. En fait, quand on regarde la carte de France des degrés alcooliques, à quelque chose près, tout le monde est pareil, quoi. Donc, je pense que je pense que c'est vraiment difficile, encore une fois, de tirer des conclusions générales sur le Languedoc-Roussillon parce que moi, par exemple, j'ai des vignes sur 25 km de distance, mais sur 25 km, je change mais littéralement de région. Ça veut dire que quand je vendange les rougeaux, c'est le 15 octobre, c'est parmi les dernières vignes de France vendangées. Et en même temps, je peux vendanger tout début septembre sur Jonquière. Donc, c'est dans cette diversité de lieux. Et après, sur des cépages que peut-être qu'à revaloriser, ben, il y a des cépages qui ont été abandonnés pour de bonnes raisons. Et bon, peut-être qu'il n'y a pas grand intérêt de les retrouver, mais il y a des cépages qui ont été abandonnés certainement à des époques pour de mauvaises raisons. Et là, je pense que beaucoup de vignerons font depuis quand même pas mal d'années ben, pas mal de recherches et de réintroduction de ces cépages-là. Comme disait Catherine, c'est en fait une question d'équilibre aussi dans notre encépagement, parce qu'on a des cahiers des charges en appellation ou en dehors de l'appellation pour ceux qui n'y sont pas, qui permet vraiment de faire notre marché à la fois sur des terroirs, des expositions, des altitudes et des cépages. Donc on a vraiment une grande richesse, une grande diversité. Ouais, on remarque d'ailleurs sur toutes vos régions, enfin, finalement on dit Languedoc-Roussillon et là on remarque vraiment qu'il y a il y a de sous-régions et plein de petites parcelles différentes, etc. Ce qui fait la grandeur aussi effectivement du Languedoc-Roussillon. Et justement dans chacune des appellations, il y a aussi beaucoup de sols différents. On remarque parfois c'est un peu plus argilo-calcaire, un peu parfois plus schiste. Les fameux schistes justement qu'on retrouve dans nombreuses de vos appellations. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu vos ressentis sur vos différents terroirs et vos différents sols, pardon, sur vos cuvées? Est-ce que tu nous proposes une dégustation de cailloux là? Non, mais c'est pour savoir un petit peu quel est l'impact de vos sols. La semaine dernière, on a fait « Et si on dégustait des cailloux ?» Je suis encore branchée dessus, là. Pour les chiffres, vas-y, Catherine. Non, mais parler de cailloux, oui, c'est vrai. Les schistes, c'est vrai que c'est totalement différent, mais peut-être Gérard a aussi les deux terroirs avec calcaire et schiste. Mais c'est un territoire, les schistes, c'est assez déroutant. J'ai l'impression que tout est en délicatesse, je ne sais pas. Les vins de calcaire me semblent s'exprimer davantage, être facilement
accessibles. Quand on les vinifie, ils me parlent davantage. Un vin de schiste, il faut aller le chercher. Je pense au Mourvèdre sur les schistes qui est le pire. C'est un cépage qui reste fermé pendant la vinification. 2-3 mois après l'élevage, au printemps, il commence à se réveiller, à se révéler tel qu'il est. Il me semble que de l'autre côté de la montagne, à Clos-Vallon, sur le calcaire dolomitique, tout est beaucoup plus évident. Voilà. Dit-elle. On sent qu'elles sont pas d'accord là. Mais ça va. Alors, je ne sais pas. Ok. Un ressenti, Olivier ou Gérard? Oui, alors moi j'ai également beaucoup de schistes parce qu'en fait, quand les Pyrénées, je disais, sont apparus, en fait, les socles géologiques ont basculé. Donc, on peut avoir à 10-20 mètres d'intervalle une zone de schiste et une zone de calcaire. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le schiste, au départ, est un terrain plus acide. Donc, il va falloir lui avoir un peu plus de temps pour lui donner un peu plus de vie. Alors, il y a schiste et schiste, hein, parce qu'il va y en avoir qui sont plus ou moins dégradés. Hein, donc, ceux-là seront plus riches. Et ceux qui sont vraiment des schistes durs, ceux-là, il va falloir un petit moment pour refaire le sol. Hein. C'est une pierre métamorphique donc, qui a été faite dans le manteau terrestre. Et donc, c'est une pierre très, très dure avec beaucoup de silice. Et donc, voilà, c'est des terroirs qui sont vraiment très variés. Hein. On retrouve, nous, les schistes, c'est les mêmes un peu que Banyuls et Collioure, et on les retrouve également dans le Priorat en Espagne. Donc, en fait, voilà, il y a des veines comme ça qui sont formées. Après, le calcaire, euh, on s'aperçoit que la vie est toujours plus importante. Et la microbiologie du calcaire va un peu plus vite. Hein, donc, ça, c'est une rétention en eau supérieure au départ. Après, c'est notre travail, nous, et de faire du schiste un sol extraordinaire, hein, aussi vivant que l'autre. Donc voilà, en fait, voilà, on jongle de terroir en terroir. Et il va amener peut-être, au départ, peut-être un peu plus de finesse que le calcaire, qui peut être un peu plus puissant, un peu plus riche. Ok, donc on retrouve un peu la même réflexion que sur Fougères. Ok. Merci beaucoup. J'irai un peu dans le sens de Catherine et de Gérard. C'est vrai que pour moi, la plante dans les calcaires prend ces éléments nutritifs dans la solution du sol par l'intermédiaire d'un système symbiotique parce qu'il y a beaucoup de vie, vu le pH des terroirs calcaires, il y a beaucoup de vie microbienne dans les calcaires. En tout cas, je parle des miens parce qu'on a vu que derrière la bannière d'un terroir, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de différences, voire des fois des contradictions. Et c'est sûr que sur les schistes, la plante puise directement dans la solution du sol. Et pour moi, par exemple, les schistes sont plus évidents. Par exemple, sortis de vinif, les schistes sont quasiment prêts à boire comme le jour où on les met en bouteille. Voilà, Catherine disait un peu le contraire, donc ouais, voilà. Mais c'est vrai que, comme disait Gérard, le plaisir, c'est aussi d'aller vers l'équilibre, donc d'aller de restaurer le mécanisme des sols qu'on aime bien avoir en fonction de leurs caractéristiques. Comme quoi le vin est vivant et il y aura chaque expression différente et chaque ressenti de vigneron différent. Dites-moi, avant de terminer, que Franck annonce les prochains webinaires, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette tournée solaire et méditerranéenne. Un petit peu de poésie, dites-nous, comment vous dégustez votre vin? Quelle est votre dégustation à vous, personnelle? Je sais qu'on déguste tous de manière différente. Est-ce que vous avez une petite forme de dégustation à vous? En général, c'est avec la bouche, non? Comment vous appréhendez la dégustation de votre vin? Peut-être Catherine. De notre vin ou la dégustation en général? La dégustation en général. Moi, j'aurais tendance à être assez synthétique. Ça veut dire qu'il y a ce que je cherche ou ça y est pas. Voilà. Ça vibre ou ça vibre pas, quoi. Ouais, voilà. Et peu importe l'expression,
peu importe s'il y a quelques défauts, peu importe la grandeur du vin ou quoi, il y a, voilà, ça y est ou ça y est pas, quoi. Voilà. Ça serait assez binaire. Ouais, je te rejoins, Olivier, c'est pareil, ça match ou ça match pas, quoi. Ouais, voilà. Je crois que Ça rend. voilà, il y a une dégustation de vin, que ce soit des fois des vins simples ou des vins beaucoup plus profonds. Après, on le reconnaît, mais un vin qui nous, à un moment, ça doit être une transformation quand on le boit. Voilà, et ça se déroule pas, ou ça se déroule. Voilà, voilà. Pour moi, ça se situe là. Merci. Moi, je pense que le vin, en fait, se goûte comme une eau dans un torrent. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais forcer. On peut le boire comme ça à la place de l'eau, ou on peut attendre 3, 4 heures, 5 heures sur un repas, et il va être tout le temps différent, mais on aura toujours envie de le boire. Ce qui est intéressant dans un vin, et surtout quand on travaille sur la minéralité et sur le vivant, en fait, c'est que presque on n'a pas besoin d'eau pour le pousser. Hein, donc, on pourrait se contenter de vin pour s'hydrater. C'est ce qu'on fait, hein, Gérard. Non, mais c'est vrai. Mais bon, je sais pas, je pense à ça, mais moi, je suis pas du tout objective parce que qu'est-ce que j'adore mes vins, quoi. Et c'est compliqué parce que en goûtant mes vins, chaque fois, je pense à toute l'année écoulée, aux accidents parfois climatiques qu'on a eus, à tout. Souvent, ce sont les problèmes dont on se rappelle. Et au final, on se dit, bon, ben, c'est l'étincelle de l'émotion, et puis on aime, et voilà. Je ne sais pas. Mais on aborde ça comme ça. Et toi, Alix? Je rejoins Olivier dans l'idée. Il se passe quelque chose ou pas quand tu goûtes. Oui, ce serait surtout ça. Est-ce que tu prends plaisir à boire ou pas? Ouais, il faut pas aller plus loin, mais bon. C'est très subjectif, on dit. Hein. Donc, Je fais quelques petites annonces avant de vous passer le mot de la fin. Donc, on se retrouve. Bon, d'abord, on va souhaiter à tout le monde de très bonnes fêtes de fin d'année, de belles bouteilles pour étancher votre soif de curiosité, d'émotion et de profondeur de ressenti. On se retrouvera le 13 janvier avec nos amis du Muscadet, où on fera un focus sur les crus qui naissent, voilà. Et ensuite, on va aborder un thème un peu particulier le 27 janvier. C'est la vinothérapie. Donc, on travaillera avec une école partenaire qui s'appelle l'École internationale des spas à Paris, qui va proposer bientôt un massage sensoriel autour de la sensorialité, de la dégustation du vin, des huiles essentielles, également aussi du voyage émotionnel autour des 5 sens. Donc, je tiens à préciser que c'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale, mais qu'on y travaille ardemment. Voilà, donc on se retrouvera le 27 avec Thomas Madrid, le directeur de l'école, et différents personnages autour du monde du bien-être. Donc, on croisera. Un petit clin d'œil sur le livre où vous retrouverez nos amis vignerons et vigneronnes. Bon, c'est pas grave, on le voit pas, c'est pas très grave. Le manuel de dégustation qui est sorti pour Noël. Ça nous permettra de continuer à parler du vin et de faire vivre la dégustation intuitive et géosensorielle. Un immense merci à nos amis vignerons. Je vais leur laisser le mot de la fin, puisque moi je parle trop après. Merci à la lumineuse Justine de nous avoir accompagnés. Et peut-être à nos amis vignerons de dire un petit mot de fin. En tout cas, merci à vous tous. Prenez soin de vous et que le vin vous garde. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis, merci. Merci, voilà. Et partager de belles bouteilles pour les fêtes. Ouais, n'oubliez, voilà, et prenez tous soin de vous. Et puis, merci d'avoir accepté. On espère venir fouler. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans le Languedoc, Franck. Hein. Ouais, donc, avec Catherine, je crois que j'ai tellement bu de tes vins, mais parce que par Pascal Pauls, j'en ai acheté et bu en intraveineuse. Et les vins de Gérard et Olivier, j'en ai vendu aussi quelques brouettes. Donc, c'est par palette, hein, sinon, c'est pas intéressant. Ouais.
Bon, merci à vous toutes et à vous toutes. Merci de votre fidélité. Passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Allez, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.